Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Gaëlle Piton, sophrologue, coach, écrivaine, journaliste, mais également passionnée de danse. Gaëlle est une personne solaire et pleine de ressources. Elle se qualifie volontiers de sophrologue tout-terrain compte tenu de sa longue expérience dans les milieux scolaires prioritaires, qui lui a vraiment apporté des clés pour adapter et appliquer la sophrologie auprès de tous. Ici, on décortique ensemble d'où vient la sophrologie, quel est son lien avec notre conscience, quels en sont les différents leviers comme la respiration et la visualisation, et dans quelle mesure c'est un outil puissant et ouvert à tous pour aller à la rencontre de nos émotions et être bien dans nos baskets, pour reprendre les termes de Gaëlle. Je vous souhaite une très belle découverte de la sophrologie. Très bonne écoute à tous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Amira. J'espère que tu vas bien. Écoute, ça va super bien. Ouais, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, je suis ravie aussi. Super. Gaëlle, on se voit aujourd'hui pour parler de la sophrologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle de toi. C'est un peu une question rituelle dans Epion Podcast. Est-ce que tu peux te présenter à ceux et celles qui nous écoutent et surtout nous expliquer ce qui t'a amené à la sophrologie dont tu as fait aujourd'hui ton métier ? Oui, alors c'est toujours délicat cette question de la présentation parce que on est tous, je crois, multicasquettes, multipotentiels. Alors je vais le faire comme ça vient là aujourd'hui. Donc je m'appelle Gaëlle Piton. Je suis une femme de 42 ans, une maman également. Et donc dans mes fonctions professionnelles, je suis installée en tant que sophrologue, coach et instructrice en méditation de pleine présence, qu'on appelle aussi la mindfulness. Je suis également conférencière, formatrice et journaliste. Mais j'ai une grande passion parce que ça, je crois que c'est vraiment le cœur de tout mon travail. Je suis passionnée de danse, de mouvement, parce que moi, je crois que le mouvement, c'est vraiment l'essence de notre vie. Et j'aime remettre les gens dans leur mouvement de vie. Voilà, donc je suis assez créative et j'aime mettre la sophrologie, la méditation dans tout un tas d'endroits et accessible à tous. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Et pour répondre à ta question de comment je suis moi venue à la sophrologie, je crois que la sophrologie, c'est souvent un deuxième métier ou deuxième partie du parcours. Moi, j'ai travaillé dans le milieu artistique. J'ai une passion contrariée. En fait, moi, quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Alors, je le dis souvent parce que je crois ça résonne avec bon nombre d'entre nous. Parfois, on a, alors, sans que ce soit forcément la danse, mais des interdits comme ça, des croyances autour de ce qu'on voudrait faire. Donc, moi, je voulais être danseuse. Ma famille, mon entourage n'était pas très d'accord parce qu'effectivement, embrassait la carrière d'une danseuse, d'une prof de danse, plus exactement, parce que je voulais vraiment être une pédagogue de la danse. Eh bien, je pensais que ça leur faisait très peur et sans doute à juste titre. Donc, j'ai pas pu faire ça comme métier. Donc, j'ai suivi des études assez longues, poussées, jusqu'à me rendre compte qu'en fait, la danse était vraiment très, très, très importante pour moi. Donc, plutôt que de soutenir ma thèse de littérature à la Sorbonne, eh bien, j'ai tout arrêté et j'ai commencé à travailler avec les danseurs. Ce qui est devenu mon métier, donc travailler, c'était plutôt la production, la diffusion de spectacles, tout ce qui est un petit peu dans l'ombre. Et parallèlement à ça, je suis aussi journaliste, comme j'ai un grand cursus de lettres, j'avais été repérée par la Fédération française de danse pour faire des portraits, des interviews de danseurs. Et en fait, à la fois en tant que carrière de chargée de production, je partais beaucoup en tournée avec les danseurs, donc j'étais confrontée à des grands moments de stress des artistes, de questionnement. Et je me disais un jour, il faudrait vraiment que j'ai un truc. Et ma carrière de journaliste m'a amenée à la sophrologie parce qu'on m'a proposé un direct à la radio pour lequel j'étais un tout petit peu en appréhension parce que t'as pas le droit à l'erreur quand c'est un direct. Et du coup, je suis allée voir une sophrologue. Et c'est ce jour-là
j'ai compris en fait ce jour-là que l'outil que je recherchais depuis tant d'années, ça s'appelle la sophrologie. Et ça a été le début de l'autre chemin, voilà, de la formation en tant que sophrologue, au départ pour les danseurs, pour les artistes, et puis, et bien ensuite, et toujours ici et maintenant, pour tout un tas de gens, pour les ados, les enfants, les adultes, pour tous les êtres humains, en fait. Super. D'ailleurs, dans ton parcours justement de sophrologue, le terrain a occupé une place prépondérante chez toi. Comment ça a façonné justement ta vision et ta pratique de la sophrologie? Ouais, merci de revenir à ça parce que c'est une notion qui m'est très très chère. Oui, je suis une STT, j'aime bien dire une sophrologue tout terrain parce que en fait, j'ai eu l'occasion, parce que j'habitais, moi, à titre personnel, je vivais en Seine-Saint-Denis. À Saint-Denis, j'y ai vécu pendant 10 ans, donc j'ai installé toute mon activité professionnelle à Saint-Denis et j'ai été sophrologue en milieu scolaire, dans les collèges, REP+, donc dans les zones d'éducation prioritaire, en fait. Et je crois que là, ça m'a donné je crois que ces gamins, ces enseignants aussi m'ont vraiment donné, comme c'est un territoire difficile, eh bien, toute la profondeur, en fait, la puissance de la sophrologie, adaptable à tous. Donc, dans ma bouche, ce ne sont pas que des mots, en fait, c'est vraiment une expérimentation sur le terrain. Et je crois que on ne peut pas être un bon professionnel ou un bon auteur même sur ces techniques si on n'est plus connecté au terrain. Et malheureusement, ça m'arrive de croiser des personnes qui écrivent des livres formidables par ailleurs, mais qui sont déconnectés du terrain, et je crois que ça, c'est parfois un peu dangereux aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je suis contente que tu en parles, parce que c'est très cher à mon cœur. Donc oui, c'est là où j'ai pu expérimenter ce que l'on appelle l'adaptabilité en sophrologie. On dit que c'est notre première qualité en tant que sophrologue, et la technique est elle aussi adaptable à toutes sortes de personnes et toutes sortes de milieux. Et on va longuement y revenir effectivement dans cet échange. Donc merci pour cette introduction, Gaëlle. Maintenant, on va parler de la sophrologie. Alors déjà, moi, la première question que je voulais te poser, c'est d'où vient la sophrologie? Donc c'est une médecine douce psychocorporelle qui a été fondée par un neuropsychiatre qui s'appelle Caicedo. Comment il l'a conçue et pour quel objectif? Alors, Alfonso Caicedo, donc en 1960, ça date de 1960, la sophrologie, donc est neuropsychiatre, et à l'époque, on soigne les pathologies mentales avec des électrochocs, enfin avec des techniques qui ne sont pas extrêmement bienveillantes, invasives pour le corps. Ça part de là, son questionnement. Il se dit, il y a sans doute une façon plus douce. Ça, c'était sa première interrogation, de soigner ces pathologies. Donc, ça part de là. Et en 1960, c'est aussi l'époque où on voyage beaucoup en Orient. On est assez curieux, l'époque un peu babos comme ça, hippie, de ce qui se passe ailleurs. Donc, il voyage beaucoup, il découvre le yoga, la méditation, il va en Inde, il travaille aussi l'hypnose ericksonienne, enfin tout un tas de techniques. Il est très intéressé par la phénoménologie aussi en philosophie. Et il se dit, c'est super tous ces chemins, mais nous, hommes modernes qui avons peu de temps, comment intégrer ça dans notre vie quotidienne? Donc, c'est comme ça qu'il construit en fait ces techniques qui n'est pas un joyeux fourre-tout, hein, c'est-à-dire que c'est simplement, il a pris l'essence de chacune de ces techniques pour en faire une technique qui intègre tout ça, mais adaptée à nos vies qui vont vite, dans lesquelles on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc ça part de là. Et il voulait savoir aussi, il se posait beaucoup de questions sur qu'est-ce que notre conscience, qu'est-ce que la conscience en harmonie, hein. Sophrologie, ça vient de sos, phrène et logos en grec, qui veut dire l'étude de la conscience en harmonie. Donc comment on peut vivre aussi en harmonie avec qui l'on est, bien au dos basket, et évidemment en lien corps-esprit, comme tu l'as dit très justement. Donc, j'aime bien dire aussi de manière très simple, puisque la définition de la sophrologie, c'est toujours une question épineuse, parce qu'elle est assez jargonneuse, hein. Caicedo a mis beaucoup de mots complexes, donc parfois, je crois que malheureusement, ça joue pas en faveur de la sophrologie, mais c'est une discipline psychocorporelle qui est basée sur la respiration, le relâchement du corps et la visualisation. Et il disait, les sophrologues sont les pédagogues de l'existence. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Hein, la pédagogie, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que tout ça, eh bien, ça s'apprend. C'est pas inné, il n'y a pas des natures de gens. Ça s'apprend pas à pas. Et c'est ce qu'il a montré. Et c'est ce qui, moi, me parle énormément dans la sophrologie. Je trouve ça très rassurant et très libérateur pour la plupart d'entre nous, quoi. D'ailleurs, tu parles de la conscience, effectivement, dans un de tes livres, et on parlera de tes livres à la fin, mais tu parles de conscience sophronique aussi. Tu utilises notamment la jolie métaphore de la caverne de Platon. Tu dis qu'en fait, c'est un état de conscience qui est un peu différent de notre état de conscience au quotidien, qui nous permet de voir plus clair. Tu pourrais nous détailler un peu cette idée, parce que je la trouve vraiment intéressante.
Oui, alors c'est comme l'expression des états modifiés de conscience, hein, qu'on trouve dans l'hypnose, qu'on trouve aussi dans la méditation. C'est-à-dire, c'est aller dans un endroit qui n'est pas celui de nos conditionnements, qui n'est pas celui de nos autoroutes que nous suivons d'habitude pour se découvrir. C'est pour ça qu'il y a cette idée de la caverne, c'est-à-dire plonger, hein, donc descendre dans un niveau. C'est pour ça que dans les séances de sophrologie traditionnelle, on est au bord du réveil, au bord du sommeil, un état qu'on connaît, hein, qui est pas, qu'on traverse un minimum 2 fois par jour, c'est-à-dire en se levant et en s'endormant, parce que là, on lâche un petit peu tous nos conditionnements du mental et on peut découvrir une autre réalité, en tout cas expérimenter d'autres facettes de nous-mêmes. Et je crois que l'expérience, c'est ce qui nous fait changer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la sophrologie, parce que on ne demande pas de croire quoi que ce soit en sophrologie. On ne demande pas de duper notre mental, de nous dire je vais bien, tout va bien. On fait l'expérience d'une autre réalité, ce qui va faire que nous allons changer nos points de vue, nos paradigmes et nos façons de voir le monde. Le lien corps-esprit, toujours. Parce que c'est le corps qui fait l'expérience du monde. Donc c'est une expérience avant tout corporelle. Et quel lien tu établis, toi, avec la joie? Parce qu'on dit souvent que la sophrologie permet aussi de se reconnecter à une forme de joie. Oui, alors il y a cette notion du positif, alors bon, qui est toujours un peu délicate parce qu'il y a énormément de techniques qui posent, qui portent le nom de positif. Alors évidemment, en sophrologie, on oriente notre vision du monde d'abord sur ce qui va bien. C'est un entraînement puisque notre esprit, il a besoin, je crois qu'il a besoin de 3 à 5 bonnes nouvelles pour en conjurer une mauvaise. Donc tu vois, on a un biais cognitif de négativité, hein, c'est-à-dire qu'on voit plutôt les trains qui sont en retard plutôt que ceux qui sont à l'heure. Et du coup, le fait d'orienter d'abord sur les choses agréables permet effectivement de connecter avec cette énergie de la joie. Mais c'est pas, je voudrais pas que les gens se méprennent en m'entendant dire ça, parce que pour moi, la sophrologie, c'est aussi un gros travail sur le désagréable, c'est-à-dire aller plonger dans nos abysses, dans ce qu'on veut fuir d'ordinaire, parce que si on arrive à faire face à ça, à nettoyer ça, alors on a de la place pour remplir notre réservoir de joie. Et il y a aussi toutes ces techniques qui sont très connectées avec l'enfant intérieur, l'enfant qui vit à l'intérieur de nous, qui du coup, par essence, est la joie. Donc voilà, il y a plusieurs endroits, points d'ancrage de la joie dans la sophrologie, mais effectivement, l'idée, c'est de ramener le positif avant tout à l'intérieur de nous, sans délaisser tout ce qui est désagréable. Ça, j'insiste. Oui, c'est important effectivement de le préciser. C'est pas éluder les émotions négatives ou Non. les difficultés qu'on rencontre dans la vie. C'est peut-être mieux s'y reconnecter, mais en tout cas faire plus de place aussi à ce qui nous apporte du bien dans la vie. Donc Oui, c'est tout bien que à tu le fait. redises. Ouais, ouais. Ouais. Et je crois qu'il y a une grosse croyance, et c'est pour ça que j'aime le rappeler, parce que je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, parce que enfin moi qui ai du coup écrit un livre sur un grand guide de la sophrologie, donc je voulais vraiment revenir sur les fondamentaux, que ce soit clair, parce que c'est aussi le livre que moi j'aurais aimé avoir quand je me suis formée en tant que sophrologue, donc qui parle aux néophytes, mais aussi aux praticiens, aux thérapeutes. C'est que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la sophrologie, malgré tout ce qui existe sur le sujet, où on la cantonne à quelque chose d'un peu béni oui-oui et réservé aux bobos, à une élite. Or, c'est méconnaître totalement et l'histoire de Caicedo, qui a développé quand même la sophrologie dans les bidonvilles de Bogota, donc je ne comprends pas le lien avec le côté bobo, et qui fait la place à toutes nos sensations de manière phénoménologique, c'est-à-dire que nos émotions, nos sensations, c'est comme des phénomènes, ni bien ni mal, c'est simplement. Donc, ce qui est désagréable a sa place aussi. Et c'est bien de le rappeler parce que sinon, je crois qu'on passe complètement à côté de la discipline. Sur les grands principes, est-ce que tu pourrais nous résumer, toi, les grands principes, Gaëlle, de la sophrologie? Et je voudrais aussi qu'on parle d'un concept que tu exposes bien dans tes livres, c'est le concept de vivance. Oui, alors il y a plusieurs lois, il y a plusieurs grands principes, sans forcément rentrer dans les détails, de vous en dire juste quelques mots peut-être. Il y a le principe d'action positive, par exemple. Donc, comme on était dans le positif, on va y rester. C'est-à-dire que, évidemment, notre corps engramme les souffrances. Quand quelque chose nous est arrivé, on peut engrammer donc des traumas. Mais le corps se souvient aussi des expériences agréables et on peut aller rechercher ces sensations. Que ce soit dans le passé, un passé positif, un moment où on était heureux, peut-être, en joie, ça peut aider notamment, par exemple, les seniors, tu vois, qui vont rechercher leur vitalité. J'ai de très, très belles anecdotes avec les seniors qui sont allés revoir des moments où ils étaient jeunes, en pleine, voilà, les cellules complètement pétillantes. Mais aussi, on peut aller vers une futurisation positive, c'est-à-dire visualiser un événement, un concours, quelque chose qu'on veut vraiment réussir, ramener toutes les sensations que ça nous fait quand on visualise que c'est réussi pour le réussir pour de vrai. Donc, les actions positives se répercutent sur notre corps et sur notre conscience.
Il y a le principe de la répétition aussi. Alors ça, c'est pour tordre le cou à la pensée magique et au fait que la sophrologie serait une méthode comme ça en un claquement de doigts. Eh bien non, désolée de vous décevoir. L'entraînement, c'est quand même au cœur de ça, c'est-à-dire que plus on le pratique, plus ça s'engramme, plus ça s'installe. La vivance, c'est plutôt, alors ça c'est plutôt l'essence, l'énergie d'une séance de sophrologie. La vivance, c'est vraiment ce que tu ressens, les sensations, la vie qui se vit à l'intérieur de nous. C'est un néologisme que Caicedo a créé pour dire toute cette vie, donc toutes ces sensations qui circulent, qui vont et qui viennent. Et le fait de s'y connecter fait que de toute façon, dès l'instant où on respire, nous sommes en vie profondément. C'est quand nous figeons les choses que ça pose problème. Donc, la vivance, c'est vraiment sentir toutes les sensations, tous les phénomènes à l'intérieur de notre corps et arriver à les nommer, à les dessiner, à les faire exister, parce que nous sommes assez pauvres pour décrire la vie intérieure de notre corps et nos émotions. Hein. Et donc ça, c'est un vrai entraînement aussi, c'est une vraie pédagogie. Donc la vivance est là. Et puis il y a la notion d'alliance aussi, hein, il y en a plein d'autres, mais voilà celle qui me paraît importante aujourd'hui. L'alliance, c'est le lien que vous allez avoir, la relation avec votre sophrologue, qui est aussi l'alliance thérapeutique, hein, c'est la même chose avec les psychologues, mais qui fait énormément dans le travail. Donc, choisissez votre sophrologue, ça c'est important. Posez-lui les questions. Et parfois, on choisit pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la sophrologie, parce que quelque chose dans le parcours vous rappelle voilà, quelque chose, parce qu'il y a une énergie que vous aimez. Mais je crois que ça, c'est vraiment important d'y être attentif, parce que ça fait beaucoup dans le travail, dans la réussite, entre guillemets, en tout cas des accompagnements. Quand je t'écoute, j'ai vraiment le sentiment quand même que la sophrologie, on a beau théoriser, ça se vit quand même vraiment dans le corps. C'est vraiment lié à la pratique qu'on en a, quoi. Bien sûr, c'est la pratique de toute façon. Et là, on est obligé dans un livre ou là, dans un podcast, on est obligé d'adapter en fonction du médium de communication. Mais c'est vrai que ce qui compte surtout, c'est de déclencher les expériences. À Saint-Denis, quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de croyances qui m'ont été renvoyées. C'est pas pour les gens d'ici. De toute façon, ça marchera jamais. Les gamins des collèges, ils en auraient rien à faire. Moi, je déclenchais les expériences. C'est-à-dire, je leur dis, OK, on va voir, en fait. Peut-être qu'effectivement, ça ne marchera pas. En même temps, c'est pas mon but que ça marche. C'est pas comme ça que j'évalue les choses. Essayons et voyons. Et en fait, c'est ça qui a tout changé. Et c'est ça qui a fait que le projet a fonctionné parce que on peut être surpris de tout ce qu'il y a là à l'intérieur de nous, de toutes nos ressources. Nous sommes nos propres limites, hein, au final. N'oublions pas. C'est vrai. C'est bien de se le redire. Ouais. Nous sommes la clé, le verrou, les deux. mais du coup, ça change effectivement le regard qu'on porte sur soi. Dans quelle mesure ? Ah oui. Écoute, c'est comme quand tu vas à l'étranger, tu vois, et que tu te dis, tiens, c'est marrant, je ne me connaissais pas ce côté aventurier ou débrouillard. Si tu es tout le temps dans ton quotidien, dans ton circuit traditionnel, c'est compliqué de faire un pas de côté pour te découvrir autrement. La sophrologie, elle propose des expériences. Tu vois, par exemple, en termes de créativité, il y a des gens qui disent, moi, je ne suis pas créatif. Avec la visualisation, peut-être qu'ils vont avoir une autre expérience de ça. Tiens, c'est marrant, j'ai vu ce projet, je l'ai vraiment visualisé en fait, comme s'il existait pour de vrai, mais en fait, ça veut dire que je suis capable de le faire. On enlève en fait toutes ces couches de limites, de conditionnement, et on est souvent surpris, parce que je pense que nous sommes bien plus vastes, que nos talents, nos habiletés sont bien plus grandes, bien plus importantes que ce que l'on croit de nous-mêmes, que notre vision à nous de nous-mêmes. Donc, c'est ça, en fait, que ça change. C'est-à-dire qu'on fait des pas de côté et on change des paradigmes, on change des lunettes. Par exemple, quand tu vas d'abord voir ce qui s'est passé d'agréable, quand tu fais cet effort sans mettre de côté le désagréable, mais en pointant d'abord ce qui a été agréable, eh bien, tu entraînes dans ton cerveau un autre circuit qui est, tiens, je vais prendre cette route de l'agréable aujourd'hui. Oh, ce que ça donne. Et ça change tout. Et ce sont des petites choses. J'insiste là-dessus aussi. Ouais, c'est pas forcément des grands pas de géants, c'est des petits pas. Oui, parce que tu as des grands challenges, c'est comme voir l'Everest, tu vois, vouloir monter en haut de l'Everest direct, c'est plus décourageant que de se dire je vais peut-être tourner autour de la montagne et je vais monter petit à petit. Donc je crois que quand je parlais de régularité tout à l'heure, j'aime rassurer aussi les personnes en disant mieux vaut 3 minutes par jour. Commencez par des petites durées. Vous avez moins de chances de vous sentir en échec et en plus, il n'y a pas d'échec en sophrologie. Donc, voilà. Et plutôt que de faire 45 minutes des grosses sessions parce qu'on a tendance à lâcher. Un peu comme dans le régime alimentaire. Oui. C'est pareil. La fameuse stratégie des petits pas. On commence pas à pas et puis vers un chemin.
exactement. Et en plus, chaque pas, si en plus vous réussissez vos objectifs, parce que les pas sont plus petits, donc les objectifs plus accessibles, vous allez renforcer la confiance en vous parce que vous l'avez réussi. Alors que si c'est un gros challenge, vous aurez l'impression de reculer en fait. Donc, ce serait dommage. C'est juste bien mettre l'objectif au bon niveau. Tout à fait. Si on parle maintenant des outils de la sophrologie, alors de quoi se compose la sophrologie? On a tendance souvent à la réduire à tort à la respiration. En fait, c'est bien plus que ça, la sophrologie. Ouais. Alors, il y a la respiration, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la respiration, il y a le relâchement du corps, la relaxation, et on a aussi parfois tendance à la réduire à la relaxation, mais ce n'est pas que de la relaxation, puisque parfois, une séance de sophrologie peut être désagréable, vous l'aurez compris. La relaxation, il y a vraiment une induction plus grande d'aller vous détendre, peut-être de vous endormir. En sophrologie, on est dans des postures actives, assis ou debout bien souvent, sauf contre-indication évidemment, mais on est présent à ce qui se passe en fait. Il y a aussi les postures isokai que tu détailles beaucoup dans tes ouvrages. Ouais. Alors, il y a des postures, effectivement. Il y a surtout un champ sur lequel j'ai envie d'insister, qui est la relaxation dynamique. C'est-à-dire qu'une grande partie de la sophrologie se passe debout et en action, en mouvement. Hein, voilà, là, la danseuse, elle est bien contente de retrouver le mouvement. Il y a des postures, alors qui vont pas être c'est inspiré du yoga, mais qui vont pas être aussi rigides que certains types de yoga, pas tous, mais c'est-à-dire que la posture bien faite n'a aucune importance en sophrologie. C'est plutôt isoké dont tu parlais tout à l'heure, qui veut dire intégration sophronique caïcédienne. Donc voilà, là on est dans le jargon à fond. C'est plutôt, par exemple, être en avant de la chaise. Tu vois, avancer au bord de la chaise pour être vraiment actif plutôt que si tu étais sur le dossier un petit peu plus affalé. Parce que l'idée, c'est de reconnecter cet état de détente, de bien-être, surtout dans la vie de tous les jours, en fait. Parce que si tu engrammes ça uniquement allongé, ça veut dire qu'il faudrait qu'on s'allonge là tout de suite pour qu'on retrouve l'état de détente. Donc, ce qui est pas le but, en fait, dans la sophrologie. Donc, il y a des postures et il y a des mouvements, des petits mouvements sur lesquels on synchronise une respiration, toujours pour je reconnais mes tensions et je les transforme. Il y a presque une notion alchimique, en fait. Moi, je le découvre vraiment avec le temps, c'est-à-dire je reconnais, je porte la conscience, parce que quand on porte la conscience sur quelque chose, il y a déjà une partie du travail qui est fait, et je transforme. Parce qu'une émotion, emotion, ça doit circuler dans notre corps, ça bouge. Donc, c'est un peu comme ça que ça se déploie. Et il y a évidemment, on disait respiration, relâchement du corps, il y a la visualisation, cette capacité formidable que l'on a d'imaginer des contenus et notre corps ne fait pas la différence. Si là, par exemple, je t'emmène Amira avec moi sur une plage et que je m'efforce non seulement de te la faire voir, mais de te la faire sentir, c'est-à-dire le sable sous tes doigts, peut-être la brise légère qui caresse ton visage, peut-être l'air marin, eh bien ton corps, il va avoir la sensation d'y être vraiment. J'y Donc, suis là. va ressentir voilà, les mêmes bénéfices. De la même façon, pour un sportif, si on fait visualiser l'entraînement, ou peut-être un saut, tu vois, moi je travaille avec des patineurs qui doivent passer des tours, des sauts qui sont compliqués, le fait de le passer par la visualisation fait que ton corps pense l'avoir déjà réalisé pour de vrai. Donc, il y a beaucoup moins d'appréhension à le faire ensuite. C'est une capacité, c'est un super pouvoir qu'on a, en fait, vraiment. Et on l'active en sophrologie, en fait, on s'en sert. C'est vrai que c'est intéressant cette notion de pouvoir le faire un peu partout parce que je regardais là les exemples que tu proposes dans ton livre, il y en a plein en fait. On peut être assis devant son ordinateur, on peut être en train de marcher, donc c'est vraiment des outils qu'on peut appliquer tous les jours dans son quotidien, de manière assez simple en fait. Oui, alors, parce que l'essentiel, c'est l'entraînement. Donc, si on attend d'avoir un moment complètement calme, où personne ne va nous déranger, où on va avoir 30 minutes devant nous, autant dire que c'est peine perdue et que quelque part, alors oui, c'est bien au départ de se réserver du temps un peu protégé pour s'entraîner, mais le vrai enjeu, c'est l'application dans notre quotidien. Parce que sinon, c'est comme s'il y avait une vie de détente et une vraie vie qui est beaucoup plus chiante avec plein de soucis tout le temps. Et évidemment que les soucis, on ne va pas les enlever, c'est-à-dire la vie, et c'est pour ça que le désagréable est important. Le désagréable, il fait presque plus 50% de notre expérience, soyons clairs. Par contre, ce qui dépend de nous, c'est comment on va accueillir ça. Est-ce qu'on va le prendre en pleine gueule? Et des fois, il y a des choses qui sont très dures, très, très, très dures, qui, la vie nous accule, nous fait vraiment, nous met à terre, mais on a toujours, 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 même dans les situations les plus contraintes, des choses qui dépendent de nous.
Et c'est précisément là-dessus qu'on agit en sophrologie. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit que c'était génial, qu'on avait une liberté, mais il faut prendre sa responsabilité. C'est-à-dire, OK, il y a des choses qui dépendent de moi. C'est pour ça que la sophrologie demande un peu de courage, hein. C'est un peu faire face vraiment à qui l'on est. Mais c'est là que se situe, en tout cas pour moi, une formidable liberté. Je crois qu'on en a beaucoup besoin. Et donc ça responsabilise quelque part sur, comment je vois les choses, comment je les reçois et ce que j'en fais, quoi, et comment ça m'atteint. Oui, oui, c'est pour ça qu'on n'est pas dans quelque chose qu'il faudrait suivre aveuglément. Et le libre arbitre, pour moi, c'est très important. C'est important de toujours dire aux personnes, même là, hein, c'est les personnes qui m'écoutent, ne me croyez pas sur parole, essayez et voyez ce que ça fait pour vous. Ça évite les paroles gourous et parce que ça, je trouve que c'est très dangereux. Et c'est vraiment garder notre libre arbitre et de garder les rênes de notre vie, quoi. Ce sont nous les capitaines, en fait. Mais pour ça, il faut prendre ses responsabilités. Alors, évidemment aussi, rejeter celles qui ne sont pas nos responsabilités et les rendre acquis de droit. On ne peut pas prendre toutes les responsabilités. Mais j'entends beaucoup de personnes qui subissent leur vie parce qu'effectivement, l'existence est difficile. Si on écoute en plus les infos en continu, ce que je vous déconseille, bien évidemment, on peut se sentir un peu emprisonné. Mais c'est vraiment réouvrir les portes depuis l'intérieur. Et on peut avoir toujours la possibilité de se sentir tranquille à l'intérieur. Mais ça se travaille. Parce que quand tout va bien, quand on est la petite barque sur l'eau calme, c'est là qu'on peut apprendre. Mais quand c'est la tempête, soyons prêts. C'est pour ça que l'entraînement est important. Mais bien souvent, dans les séances, les personnes qui viennent me voir, elles se rendent compte vite dans l'expérience. C'est-à-dire, dès qu'elles lâchent, tu vois, il y a un truc qui. Elles font, ah, c'est super, machin, ça ouvre des choses. Et puis à un moment, elles se disent, allez, ça y est, ça roule maintenant, c'est bon, c'est gagné. Non, 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 c'est jamais gagné. Même quand on pratique depuis 20 ans, nous sommes des éternels débutants. Humilité. Et c'est en travaillant en eau calme que l'on peut être prêt pour la tempête. Je veux dire, quand c'est vraiment un énorme soulèvement de chagrin qui vient dans ta vie, c'est pas une respiration abdominale qui va faire passer les choses, évidemment. Mais si tu as l'habitude de travailler, tu as eu l'habitude de fortifier ces techniques, elles seront prêtes pour quand c'est difficile, en fait. Donc oui, c'est moins vendeur que sans doute un truc à suivre comme ça aveuglément, mais c'est pas le but. Et c'est pas ce que je souhaite avec les personnes que j'accompagne de toute façon. C'est un vrai art de vivre. D'ailleurs, dans ton livre, tu parles de toilette intérieure. Tu dis la Mm. sophrologie, c'est une toilette intérieure à faire tous les jours, en fait. Ouais, pour moi, c'est vraiment une écologie, quoi, qui, Mmh. qui est aussi importante que bien boire, bien dormir, bien manger, prendre soin de ce qu'on met dans ses oreilles, voilà, ce qu'on écoute, les relations aussi, hein, c'est vraiment se respecter. Donc, et écologie, toilette, parce qu'il y a l'idée de la quotidienneté et du rituel, plutôt que la routine. Alors moi, je parle plutôt de rituel, routine, parce que parfois c'est très corrélé négativement pour les gens. Mais nous sommes des êtres de rituels et on en a plein des rituels. Il y a des choses qu'on fait tous les jours, se coiffer, se brosser les dents, je sais pas, tu vois. C'est exactement la même chose. Donc c'est un rituel. Ouais, c'est une jolie métaphore, je trouvais, toilette Mm. intérieure. Ouais. Tu parlais aussi de l'adaptabilité en introduction. La sophrologie, ça s'adresse à qui? Parce que dans ton livre, on voit les champs d'application qui sont énormes. Et comment ça s'adapte en fonction des populations? Alors c'est très vaste en effet. Il y a très peu de contre-indications. Enfin, il y en a pas. Alors moi je dis très peu parce que il y a peut-être chez des personnes atteintes de troubles autistiques, par exemple, des précautions à prendre sur la visualisation. Tu vois, c'est quelque chose que j'évite d'aller emmener dans une autre réalité. C'est peut-être pas nécessaire. Donc, ça s'adapte à tous les âges. Moi, je reçois les enfants à partir de 3 ans, tu vois, au cabinet, quand ils savent les parties de leur corps déjà. On peut déjà travailler. Mais évidemment, je ne fais pas la même séance à un enfant de 3 ans qu'à un adulte. C'est ce qu'on appelle la sophrologie ludique. Tu vois, on va plutôt passer par le jeu. C'est exactement les mêmes pratiques. Pour que je te donne un exemple, peut-être pour que ce soit plus clair, quand on fait pratiquer la respiration abdominale. Donc, respiration abdominale, c'est vraiment celle que l'on connaît depuis qu'on est enfant, puis que l'on perd en grandissant. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle, et quand j'expire, il se dégonfle. C'est la respiration qui nous amène au calme, à la détente. Eh bien, pour les enfants, je vais leur proposer, par exemple, de s'allonger sur le dos, de mettre un doudou sur le ventre, et je vais leur dire, c'est l'ascenseur du doudou qui monte et qui monte quand ton ventre se gonfle, puisque ça va faire monter le doudou, et qui le fait descendre quand ton ventre se dégonfle. Voilà, c'est exactement le même exercice, sauf qu'évidemment, je vais changer la durée et je vais passer par le jeu. Pour des personnes qui ont des contre-indications physiques, qui peuvent moins se mouvoir ou pas du tout, évidemment qu'on va aller chercher d'autres façons de faire, d'autres pratiques. Je ne vais pas faire la relaxation dynamique ou de la marche phronique, comme on appelle, qui est un peu comme la marche méditative, si quelqu'un ne peut pas se mouvoir, mais il y a des tas d'autres façons de faire. Donc, chaque accompagnement est vraiment singulier.
parce qu'il est adapté à la personne. Donc c'est bien, on ne s'ennuie pas en tant que sophrologue, ça c'est sûr. Toujours de J'imagine. trouver. Non, et puis aussi en fonction des moments de vie, parce que là, tu parlais de l'enfant, mais il y a aussi des moments Oui, clés dans la vie. Il y a la grossesse, il y a quand on se met en couple, quand on a des enfants, la fin de vie oui. aussi. Donc, il y a des singularités qui sont propres au moment de vie aussi. Il y a ça, alors ça, c'est vraiment les champs d'application, c'est-à-dire il y a l'adaptabilité, puis il y a les champs d'application. Alors, les champs d'application sont effectivement très vastes. La sophrologie se trouve en milieu hospitalier aussi, hein, de plus en plus, donc ce qui va être l'accompagnement des pathologies, accompagnement complémentaire à la médecine classique, évidemment. Nous ne nous supplantons pas aux médecins, on travaille, on essaye en tout cas de travailler ensemble. C'est pas toujours évident hein, en fonction de l'ouverture, mais ça vient, ça vient. Après l'accompagnement, comme tu dis, à la grossesse, il y a énormément de travail sur le stress. Hein, ça, c'est quand même le stress, les angoisses, l'angoisse du futur aussi. C'est vraiment ce que j'ai en ce moment en consultation, c'est vraiment ça, C'est le beaucoup. premier motif de Ouais, consultation, le le stress? stress, Ouais. ouais, le stress, l'anxiété. Le deuxième, c'est souvent le sommeil qui est lié, hein, qui est vraiment aussi lié au stress. Hein. La confiance en soi, l'accueil, je ne vais pas dire gestion parce que j'aime pas ce mot, mais l'accueil des émotions. Et puis tout ce qui va concerner le schéma corporel, parce que c'est ce qu'on travaille en sophrologie. Schéma corporel, c'est la façon dont je perçois mon corps, pas celui que je vois dans la glace, hein, la façon dont je le ressens. Et notre corps, il change en fonction des âges. Hein, à l'adolescence, il y a une espèce de grande mue du corps. C'est pour ça que les ados adorent la sophrologie, parce que c'est une période où ils y trouvent leur intérêt, je crois, avec ce changement de voilà, hormonaux, de corps qui bouge, la voix, la mue. Et puis, il y a aussi le changement, le schéma corporel de la femme enceinte, le schéma corporel de la personne qui vieillit. Enfin, voilà, il y a des tas de moments où notre corps, en fait, nous sommes en perpétuelle évolution et on a du mal, nous, avec ça, être humain, à accepter que nous sommes impermanents. Donc, c'est vraiment rentrer dans cette intelligence-là des choses qui sont, voilà, qui ne durent pas, qui bougent et qui ne sont pas forcément moins bien ou mieux. C'est juste un changement. Et là, le changement, c'est d'abord notre respiration, tu vois, qui est tout le temps nouvelle, tout le temps différente. Donc, il peut y avoir effectivement les moments un peu, comme tu le mentionnais, de vie, un peu les caps, les changements de cap, changements de travail, déménagements qui occasionnent énormément de stress, hein, les mariages, les divorces. Il y a vraiment pas mal de choses. L'emprise aussi, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de personnes qui essaient de retrouver leur place à elles, de l'estime de soi, et qui sont dans des situations d'emprise ou voilà, de pas vraiment savoir comment se sortir de tout ça. Et puis les addictions aussi, alors en complémentarité évidemment aussi avec des psychologues, mais moi j'ai beaucoup, tu vois, en ce moment de compulsions alimentaires ou d'addictions alimentaires. Depuis le confinement, dans mon cabinet, c'est un des motifs de consultation qui a beaucoup augmenté. Voilà. Donc nous aussi, ça change en fonction des époques, en fonction de qui on est en tant que sophrologue. Donc c'est ça qui est assez magique, à nous de savoir bien adapter, donc de bien connaître notre outil. Oui, il y a même des champs, je lisais aussi, les sportifs. Il y a tout un champ autour du Ouais. sport. Bah, tu aimes la danse, donc effectivement, ça doit beaucoup te parler. Les La, sportifs, comment ça peut la les aider aussi? préparation mentale, en fait, ça La c'est préparation vraiment mentale. préparation mentale, préparation aux examens. Donc sans être un sportif, ça peut être l'audition au conservatoire ou ça peut être effectivement un championnat olympique, mais c'est-à-dire toutes les épreuves et tous les challenges de la vie. Hein, l'entretien d'embauche, c'est exactement la même chose. La visualisation, là, va être très aidante, c'est-à-dire d'aller voir, visualiser l'examen réussi, de nourrir le corps de confiance. Parce qu'en fait, en sophrologie, on part du corps. C'est l'inverse de la méthode Coué. C'est pas je vais bien, tout va bien, c'est je vais déclencher dans mon corps quelque chose qui me fait ressentir la confiance et le bien-être, et le reste dans l'expérience va suivre. Comme si on se mettait en mode. Ah bon, on est plus qu'en mode, mais ça part de là, ça part du corps. Et du coup, un état de corps, notre corps, il dit 80% de notre langage. Tu sais, même quand on fait une présentation orale, même si on se concentre beaucoup, surtout en France, sur ce qu'on va dire, l'intelligence de nos mots, le corps est complètement abandonné. Alors, c'est 80% du message. Tu auras bon être très bon dans ce que tu dis. Si tu es pétrifié de stress, ce que l'on va voir de toi, c'est le stress. Donc, c'est vraiment redonner au corps sa juste place dans toutes les situations de notre vie, en fait. Quand on n'a pas confiance en soi, on a un schéma corporel qui se modifie. Peut-être on est un peu plié. Alors, c'est pas aussi simple que ça, hein, ça dépend des personnes, mais peut-être qu'on regarde un peu plus vers le bas. Alors que quand on a confiance, ça change. Donc, c'est d'aller chercher cet état de corps-là. Oui, alors même que justement, tu parlais de l'impermanence juste avant, c'est partir du corps, alors même que le corps change tout au long de notre Ouais, vie et qu'il n'est bien sûr. pas figé. Donc ça peut Ouais. paraître paradoxal d'ailleurs dit comme ça. Après, ça dépend parce que les états de confiance, ils changent aussi. C'est-à-dire qu'à l'instant T, si je demande à la personne d'aller chercher un état de confiance, elle va aller chercher celui qu'elle a avec l'âge qu'elle a, dans la situation dans laquelle elle est actuellement. Et puis ça va pouvoir se modifier. Mais c'est d'aller puiser les ressources en nous.
qui sont là en fait. C'est-à-dire que moi, je me vois plus comme un catalyseur, tu vois, quelque part. Je pars toujours du principe que la personne en face de moi, et ça, c'est ma formation de coach qui m'a beaucoup aidé à avoir cet éclairage sur la sophrologie. La personne en face de moi a la réponse en elle, mais peut-être ne la connaît pas. Moi, avec l'alliance, avec notre relation et les outils dont je dispose, on va ensemble faire émerger ça. Et je trouve que ça, c'est très valorisant parce qu'il n'y a pas la dépendance thérapeutique qui s'installe. Nous faisons un travail de partenariat sur une durée limitée parce qu'à un moment donné, la personne est autonome avec les outils. Ça, c'est très, très important. Ouais, l'objectif, c'est qu'elle puisse pratiquer et intégrer ses rituels dans sa vie et En toute autonomie. toute autonomie. Et quel que soit son âge, c'est pour ça que les enfants, ils pigent assez vite les petites techniques. Parfois, les parents aimeraient bien voir s'ils font bien leur sophrologie, mais faites-leur confiance. Quand ils ont capté qu'un outil va les aider, ils le font. Ils n'ont pas forcément besoin de le dire, mais ils pratiquent, ça, croyez-moi. Je vais tester, moi, les exercices avec mes enfants. Parce que j'en ai vu qu'il y en a de vraiment sympas dans ton livre. Ouais, il y a les contes. Après, donc pour les visualisations, par exemple, tu parlais d'adaptabilité, d'adapter les techniques tout à l'heure. Avec les enfants, on se sert du conte, par exemple, du conte sophrologique. Hein, il y en a un dans mon ouvrage, Le Grand Guide de la Sophrologie, où j'ai écrit un conte original autour de la lampe d'Aladin, tu vois, bon, qui est plus la lampe merveilleuse, mais qui sont exactement, qui suit le même protocole en fait qu'une technique de sophrologie classique, mais d'une version accessible, dans une version accessible, d'une forme accessible pour un enfant. Super, bon n'hésitez pas à aller consulter les petits exercices de Gaëlle au passage. Maintenant, on va parler de comment se passe concrètement une séance de sophrologie et quels sont les prérequis, Gaëlle. Comment ça se passe une séance? Est-ce qu'on est seul, en groupe? Comment ça se structure? Alors, ça peut être seul, ça peut être en groupe. On appelle ça des groupes de relaxation dynamique. Alors moi, j'en ai peu en fait en ouvert parce que j'ai pas la possibilité de tenir une régularité hebdomadaire, mais ça se pratique aussi comme ça. Beaucoup de sophrologues proposent des groupes. Ça dépend aussi de là où on en est, de ce qu'on fait aussi d'autres à côté. Moi, je pratique essentiellement en individuel et pour le groupe, c'est plutôt à travers des conférences ou des groupes un peu ponctuels comme ça. Je travaille beaucoup avec des mutuelles, par exemple, avec des seniors dans les quartiers où je vais régulièrement, toujours à Saint-Denis. En individuel, eh bien, on va dire, grosso modo, il y a 3 temps, sans que ce soit trop schématique, hein, j'essaye de donner, évidemment, la trame est adaptable, mais si c'est la première fois que tu viens en séance, on va discuter du pourquoi est-ce que tu viens, puis je vais creuser un petit peu ça, parce que parfois, le pourquoi, d'autres choses qui se cachent en dessous, donc on va échanger là-dessus. Moi, je vais essayer que ce soit extrêmement clair aussi pour toi, ce qu'on va faire ensemble, comment je peux t'aider ou pas d'ailleurs, hein, parce que faut savoir le ou pas, des fois dire qu'on n'est pas la bonne personne ou que la sophrologie est peut-être pas adaptée, peut-être qu'il vaudrait mieux aller voir un psychologue ou une autre thérapeute. Et puis ensuite, il y a la pratique formelle, donc là où vraiment, il y a la pratique de l'exercice. Alors en séance, ça dure entre 15 et 20 minutes par exemple, et moi je propose toujours un enregistrement. C'est pour ça que dans mon livre, il y a des QR codes avec des enregistrements, parce que c'est un support ensuite pour pratiquer en autonomie. Et puis on voit aussi comment ça peut être intégré dans ta vie en fonction de ce que tu fais, de quel est ton planning, et ça ça change en fonction de chacun d'entre nous. Et ensuite, il y a un temps de verbalisation des sensations. Ça, c'est très important, de qu'est-ce qui s'est passé en moi. Et on s'entraîne, alors aussi, c'était dans le corps, à être de plus en plus précis. On travaille vraiment son acuité sensorielle pour voir toute la magie de tout ce qui se passe en nous et pouvoir aussi répondre à nos besoins parce que notre corps, il est très intelligent. Il sait très bien ce dont on a besoin. Il ne ment jamais. Mais nous, on ne sait pas trop bien l'écouter. Donc, il y a tout cet apprentissage-là. Et puis ensuite, on construit. Alors, un protocole, moi, je donne rarement le nombre de séances parce que parfois, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait besoin que d'une séance. Donc, je ne vais pas garder les gens 5 séances s'il n'y a pas besoin. Et que c'est compliqué en avance comme ça de dire il vous faudra 6 séances. En tout cas, moi, je ne fais pas comme ça. Je sais que des collègues font comme ça et je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais ma pratique, elle n'est pas comme ça. En revanche, je sais qu'à un moment, ça s'arrête. Ça, c'est très important parce que nous sommes dans des accompagnements dits courts comme les thérapies cognitivo-comportementales. Tu vois, on n'est pas sur des années d'accompagnement, à moins que la personne change d'objectif. Ça arrive, les personnes qui reviennent parce que tiens, elles vont se marier, donc elles reviennent faire un petit saut au cabinet. Puis là, il y a un problème de travail, il y a les enfants qui arrivent. Bon. Mais ça change quand même à chaque fois d'objectif. Oui, donc ça reste quand même assez court, ok. Les gens demandent, donc en moyenne, tu vois, moi j'ai mesuré du coup en moyenne avec le temps, quand on se forme en séance de sophro dans les écoles, on apprend 10 séances. Moi, je fais rarement 10 séances. En fait, je suis plutôt entre 6 et 8 en général. Tu vois, si vraiment. J'ai fait ça parce que les gens me demandaient que j'étais bien en peine de leur dire, donc j'ai fait un tableau avec tout le nombre, une petite moyenne, tu vois. Mais chez les enfants, ça peut aller beaucoup plus vite. Hein. Ouais, 10 séances, c'est déjà pas mal, ouais, effectivement.
Ouais, 10, c'est trop. Enfin, moi, je fais pas 10, hein. Ouais, 6 à 7 Ouais, du coup. 6 à 8, c'est le max en général. Mais c'est plutôt autour de ça, ouais. D'ailleurs, c'est Et puis, il y a, forcément il en y a moins. physique? Comment ça, C'est physique? pas en distanciel, je veux dire, parce que maintenant on Alors, fait de plus en plus en visio. Toi, comment tu pratiques la sophrologie? Alors, moi, j'étais pas du tout pour la visio, comme quoi, tu vois, on peut avoir nos idées reçues et changer par l'expérience, mais je la faisais quand même déjà avec les artistes, parce que les artistes partent souvent en tournée et que du coup, bah, c'est pratique quand ils sont à droite, à gauche, de pouvoir les avoir en coulisses, en loge ou dans leur hôtel quand ils sont posés. Mais avec le confinement, on a été obligés, nous aussi, de proposer ça, sinon on ne pouvait pas exercer, puis il y avait quand même beaucoup de demandes. Et en fait, je propose de la visio. Et écoute, je trouve ça, j'y ai vu le bénéfice. Pour moi, le bénéfice, c'est que tu peux choisir ton sophrologue, même s'il n'est pas à côté de chez toi. Et maintenant, vu que je tourne pas mal avec mes livres, en dédicace, etc., je peux aussi accompagner des personnes qui m'ont choisi. Et je trouve ça chouette, en fait. Donc, je crois qu'il faut avoir envie. Je suis contente d'avoir les deux. Parce qu'avec les enfants, par exemple, j'aime bien travailler quand même en présentiel. Mais il y a des accompagnements qui se font et qui sont super en distanciel. Ça dépend comment on est à l'aise l'une et l'autre, en fait, dans ça, quoi. Mais oui, ça peut tout à fait se faire. Et du coup, j'ai une partie de mon activité en distanciel et l'autre en présentiel. D'ailleurs, tu disais en introduction, il faut bien choisir son sophrologue. Comment est réglementée aujourd'hui la profession? Comment on peut choisir un bon sophrologue, justement? Alors, le métier de sophrologue n'est pas reconnu. D'accord. Donc, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Il y a eu des certifications RNCP, mais en ce moment, c'est un peu compliqué parce que c'est donné en fonction des écoles. Donc, c'est aussi pour ça que parfois, on trouve un sacré joyeux fourre-tout et toutes sortes de formations. En même temps, il y a quand même des garde-fous. Il y a des fédérations qui existent, fédérations professionnelles qui ne valident pas à 100% que tu vas tomber sur un sophrologue avec qui ça va bien se passer. Mais bon, quand même, c'est un gage de qualité. Donc moi, je vous encourage quand même à vous rapprocher de ces fédérations. Le bouche à oreille reste quand même un super outil parce que voilà, c'est vraiment aussi nous, les recommandations. Moi, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et puis de regarder la formation de votre sophrologue. Parce qu'un sophrologue qui a été formé en 3 mois par distanciel uniquement est certifié, je trouve que c'est pas très sérieux, soyons clairs. Hein. Ça demande quand même du temps, ça demande de la bouteille. Et donc, observez bien à la loupe votre sophrologue, posez des questions au moment de la prise de rendez-vous. Vous avez le droit, hein, on est super content de répondre aux questions. Enfin, en tout cas, moi, je suis super contente de répondre parce que je trouve que c'est normal, en fait. Voilà, moi, j'en pose plein des questions, donc pourquoi on m'en poserait pas? Et au premier rendez-vous, il faut que les choses soient très claires, en fait. Je pense que ça, c'est un gage aussi. Quelqu'un qui sait énoncer clairement sa pratique, c'est, je crois, quelqu'un qui l'a déjà bien travaillé. Regardez ce que fait la personne sur le terrain, son activité, et puis que ça match, quoi. Il y a le fameux match. Oui, le feeling, quoi, aussi. Ouais. Exactement, si vous vous sentez en confiance. C'est-à-dire que, bien sûr, dans le cadre, nous sommes soumis à la confidentialité, la bienveillance, l'écoute, mais si vous ne ressentez pas ça, c'est qu'un souci. Ok. Ou c'est que ce n'est pas le bon sophrologue pour vous, en fait, tout simplement. Aussi, ouais. Sur les populations, il y a un chiffre qui m'a étonnée dans ton livre. Tu dis que 80% des personnes qui viennent voir des sophrologues sont des femmes. Et pire encore, 90% des praticiens sont des femmes. Pourquoi on a du mal aujourd'hui encore à attirer les hommes à la sophrologie alors qu'il pourrait y avoir quand même beaucoup de bénéfices pour eux? Alors, c'est pas pire encore, hein, je vais pas dire que c'est pire encore, moi, mais en tout cas, effectivement, en fait, j'ai quand même de plus en plus d'hommes. Donc ça, je vois quand même avec le temps. Je crois que c'est, alors, je sais pas, je suis pas sociologue, donc je vais pas te donner une réponse de sociologue, mais une réponse en tout cas de mon expérience. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues encore sur les hommes viennent un peu échouer dans le cabinet d'une sophrologue ou d'un sophrologue. Tu vois, c'est un homme qui a pris rendez-vous, qui est venu et qui dépose sa vulnérabilité, c'est déjà un homme qui a fait beaucoup de chemin. Parce que c'est très compliqué aussi pour certains hommes d'être vulnérables. Et je suis toujours très, très touchée quand je sens que ce partenariat va être tissé, qu'on va le tisser ensemble et qu'il me fait confiance pour me déposer sa vulnérabilité. La plupart de la littérature, même s'il y a de plus en plus de livres à l'adresse des hommes en développement personnel, est quand même à destination des femmes parce que ce sont des femmes qui lisent le plus d'ouvrages. Donc, je crois que la psychologie en général est encore plutôt féminine, mais que ça change. Et que du coup, c'est bien que ça change aussi. Mais il y a, voilà, comme la société en elle-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup encore l'homme qui doit être fort, qui ne peut pas gérer ses émotions. Alors bon, il y a beaucoup d'hommes qui sont colériques aussi, et c'est bien qu'ils viennent travailler ça en séance. Mais je crois que ça bouge. Puis après, culturellement, moi qui étais à Saint-Denis, par exemple,
Il y a des cultures avec lesquelles, bah voilà, pour tout un tas de raisons, c'est complexe de faire des groupes d'hommes encore, que peut-être ça viendra, ou qu'il faut trouver le bon angle aussi peut-être, d'adapter la pratique d'une certaine façon. Dans les groupes, par contre, tu vois, au sein des mutuelles, juste comme ça, il y a quand même une proportion qui tend à devenir de plus en plus moite-moite, quoi. Donc ça, c'est très encourageant. Ça bouge, ouais. C'est Ouais, encourageant, ouais, effectivement. Oui, parce que les ouais. bénéfices, en fait, peuvent être pour tous, en fait. Bien sûr, oui, oui, oui. Et puis bon, il y a voilà, en tant que parent, c'est vrai que si tu veux transmettre à tes enfants, bah, on dit Bien toujours qu'il sûr, faut ouais. bien commencer par soi. Donc, mais oui, ça bouge encore lentement, mais ça tend à changer. Et tant mieux, parce que je pense qu'il y a autant sans doute il y a plein d'hommes qui s'en fichent de ça, et voilà, mais il y a plein d'hommes qui se sentent aussi sur le carreau de tout ça. Donc c'est bien qu'il y ait des espaces pour ça. Et à nous, sophrologues, d'en proposer aussi, hein. Oui, de leur parler aussi, de parler à cette Ouais, population peut-être ouais. d'une certaine manière aussi. Oui, et c'est pour ça, alors ça, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est aussi un aspect très, très important à la fois du grand guide et puis du jeu de sophrologie. C'est que quand on s'est posé la question de ce grand guide de la sophrologie, j'ai travaillé avec Morgane Carlier, qui est illustratrice, parce que je voulais des illustrations, parce que j'en avais ras-le-bol de voir dans les livres de développement personnel des femmes blondes, bien gaulées, 25 ans, tu vois. En gros, je schématise, hein. Parce que je me disais, on parle d'adaptabilité, on parle d'universalité de la pratique. N'empêche que l'imaginaire véhiculé autour de ça n'est pas du tout l'universalité. Donc c'est pour ça que dans les illustrations, on trouve tout un tas de gens, des gens plus âgés, des plus jeunes, des hommes, des femmes de toutes les nationalités, parce que ça, c'est ma pratique au quotidien. C'est vraiment ça qui se passe pour moi sur le terrain. Et je me suis dit que j'allais, voilà, plutôt que de râler sur le fait que c'était pas assez montré, j'allais le faire. Voilà, agissons. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, Tout nous à les fait. grands Bah, guides. d'ailleurs, je l'ai sous les yeux. C'est vrai que les visuels sont très jolis. Bah, puisque tu parles des livres, justement, je voulais qu'on finisse par tes livres parce que tu as écrit quand même. Alors, si je me trompe pas, 5 et tu prépares le sixième, Ah, Gaëlle, pour la rentrée, ça c'est il ça? sortira en septembre, c'est ça, ouais, en Ok, donc septembre. le podcast sera diffusé avant septembre. Donc, il y a effectivement le grand guide donc, de la sophrologie au quotidien que tu as publié aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, moi, je l'ai trouvé super parce il est très accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas la sophrologie, mais qui a envie quand même d'entrer en profondeur. Toi, c'est comme ça que tu l'as conçu? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je voulais faire cet exercice de funambule, parce que moi, j'aime bien être toujours entre deux, tu vois. Que ce soit un livre qui parle aussi bien, comme tu le dis, aux néophytes, aux curieux, mais aussi aux futurs sophrologues. Donc, c'était pas si simple que ça, hein, mais on a voulu avec Morgane, on s'est donné ce challenge, cet objectif. Et en fait, on est très contente parce que c'est dans la pratique ce qui se passe. C'est-à-dire, il parle autant aux sophrologues qu'aux curieux. Et ça, on est très fiers de ça parce que c'était pas gagné. Donc, il y avait ces deux dimensions, c'est-à-dire un ouvrage sérieux qui reprend aussi toute l'essence de la sophrologie, parce que j'entends beaucoup de confrères, consoeurs parfois même être interviewés dans des émissions, et je me dis, nous sommes responsables aussi de comment est véhiculée notre pratique, et parfois on fait pas bien notre travail. Voilà. Donc c'était important parce qu'il y a des choses qui sont véhiculées qui ne sont pas la sophrologie, et on met le mot sophrologie. Donc ça crée beaucoup de confusion chez les gens, et en même temps que les curieux puissent y trouver à la fois un intérêt, mais que ce soit pas non plus trop complexe. Donc voilà. Et puis c'est surtout des livres qui parlaient aux gens. Hein, j'ai pensé à mes patients, à mes clients, aux gens que je voyais au quotidien, en me disant c'est un livre pour eux aussi et qui vient d'eux, puisque ça vient de la pratique. Donc c'était ça. Et pour le jeu, ça a été pareil. C'était que ça parle aux deux et que ça puisse être utilisé aussi au sein des classes, au sein des groupes, dans les familles, parce que c'était aussi la demande. En fait, j'ai créé les outils que j'aurais aimé avoir, tout simplement. Je suis partie de ce qui m'avait manqué et de ce que j'entendais aussi en supervision de sophrologie quand je m'occupe, parce que je suis une sophrologue un peu senior maintenant, donc quand je fais travailler les sophrologues qui arrivent en fait et qui ouvrent leur cabinet. Donc voilà. Et quand tu pars du terrain, je crois que tu peux pas te tromper en fait, parce que ça répond à une demande qui est là, qui existe en fait. Il faut savoir écouter. Oui, tout à fait. Le jeu, alors pour ceux qui nous écoutent, c'est le petit coffret de sophrologie, aussi aux éditions Le Courrier du Livre. Effectivement, c'est plein de petites cartes, c'est très ludique, c'est très joliment illustré d'ailleurs. Et puis voilà, c'est vraiment une bonne manière d'entrer dans les concepts de la sophrologie et aussi de mettre en application. Donc c'est vraiment des très jolis outils. Dans les autres ressources dont tu as envie de nous parler, de quoi tu as envie de nous parler, tu as écrit plein d'autres livres, tu as fait un TEDx aussi, et si on faisait un pas de Ouais. côté?
Alors, le TEDx s'appelle Danser sa vie. Donc, il est disponible sur YouTube. Il suffit juste de taper TEDx Danser sa vie. Il a été fait à Roanne en 2019. Je tiens beaucoup parce que ça a été une expérience difficile dans la mesure où un TEDx, tu parles en fait de ton histoire personnelle pour inspirer. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la forme du témoignage à titre personnel. J'ai écouté et lu beaucoup d'ouvrages de personnes qui avaient fait un trajet qui m'inspirent au quotidien. Et je me suis dit que si très modestement, mon chemin pouvait inspirer d'autres gens, ça valait le coup d'aller se mettre en danger sur une scène parce que c'était vraiment pas simple. Donc en fait, le point de départ, c'est cette passion contrariée dont je t'ai parlé en début d'épisode et qui est en fait aussi le point de départ de toute ma recherche et de ce que j'ai découvert et de la sophrologie qui m'a aidé moi-même à me reconnecter à mon propre corps, etc. Et donc ça a donné un ouvrage et si l'on faisait un pas de côté, voilà, qui parle du parcours, toujours avec cette envie et cette motivation d'inspirer les personnes et de les outiller. Donc, tu trouves aussi dans le témoignage plein d'outils à mettre en place et qui ne sont pas issus que de la sophrologie. Et j'y tiens beaucoup parce que c'est l'ouvrage le plus personnel que j'ai écrit, donc aussi le plus difficile. L'accouchement a été peut-être le plus difficile, le plus dur des 5, c'est celui-ci. Et j'y tiens et j'ai des très bons retours aussi parce que voilà, je crois que c'est un peu un témoignage de cœur à cœur et que de cœur à cœur, on ne peut pas trop se tromper, quoi. Si on est vraiment authentique avec nos forces, nos faiblesses, nos zones d'ombre et de lumière, parce qu'il faut bien traverser ces zones d'ombre, c'est ça le chemin aussi. Je pense que ça peut libérer plein de gens parce que j'ai rien de plus que toutes les personnes qui nous écoutent. Donc si moi j'ai pu le faire, pourquoi pas vous? Et ça se sent, Gaëlle, on sent que tu l'as écrit avec le cœur et en tout cas moi je te dis ça m'a inspiré donc j'espère que ça pourra en inspirer d'autres. Merci beaucoup Gaëlle. Je pense qu'on a fait un très bon tour de ce que c'était la sophrologie. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un, faut pratiquer et essayer. Voilà, c'est ça. Demain, 3 minutes, top chrono, c'est parti. C'est parti. Merci Amira pour cet espace de partage. C'est vraiment précieux ces podcasts et ça demande beaucoup d'énergie. Je sais que c'est du temps, c'est du travail. Donc bravo à toi pour véhiculer comme ça les idées aussi. Merci. C'était avec un grand plaisir Gaëlle que je t'ai reçue aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Amira et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.